Mais ça, c'est une faute qui est tout à fait normale au début des études universitaires parce que c'est un monde tout à fait différent pour vous, j'espère. Hein, c'est tout à fait normal. Et donc, on va développer votre commande de la langue française avec vigueur. Chers collègues, puis-je vous demander de vous présenter en bref? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Séraphin. Je viens de France. De France? Oui. Ah, vous êtes né là-bas? Oui, je suis en France. Et puis vous êtes un étudiant Erasmus ou bien? Non, je ne suis pas étudiant Erasmus. Vous êtes revenu en Bulgarie pour faire des études? Non, je n'ai jamais vécu. En fait, mon père travaille en Bulgarie. Je suis venu vivre avec lui. Ah, d'accord. Très bien. Donc, je suis ici. Une géographie assez intéressante, hein, tout le monde qui est ici présent, avec des collègues français, c'est ça? Des collègues bulgares, un collègue bulgare qui est né. Vous êtes né en Belgique? Non, vous avez vécu en Belgique? Non, je suis né en Bulgarie, mais j'ai vécu tout le temps là-bas. D'accord, tout le temps là-bas. Puis un collègue de l'Indonésie, et puis toute la géographie de la francophonie en Bulgarie. Ce qui me manque, c'est seulement les lycées de langue de Varna, hein, qui a une tradition dans la langue française assez importante. Donc il y avait Burgas, Blagoevgrad, Stara Zagora, Veliko Târgu et Giži. D'accord. Bon, mais très bien, on est très heureux de vous accueillir chez nous dans notre filière. Donc, aujourd'hui, le sujet que je vais vous présenter, c'est le sujet qui porte sur le concept de l'État. Et donc c'est tout à fait intéressant parce que tout le monde ici présent représente différents États. Donc chacun d'entre vous a différentes expériences dans le cadre de différents États qui existent aujourd'hui d'une manière assez pacifique, je dirais, au moins pendant les quelques décennies, dernières décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moins sur l'échelle du continent européen. Néanmoins, j'espère que ce serait une conférence assez intéressante, justement parce que vous avez différentes origines en ce qui concerne votre appartenance étatique et nationale. Donc, j'aurai besoin de quelques secondes pour allumer l'ordinateur. Madame, Oui. est-ce que vous allez nous envoyer la présentation sur Internet? Oui, je vais la télécharger. Vous allez avoir un accès direct. L'État, définition, type, fonction. Avant d'aborder le sujet, n'hésitez pas à proposer votre définition de ce qui est l'État.
quoi l'État? C'est un territoire défini D'accord. avec des règles intérieures D'accord. et un peuple distinct des autres États. Je dirais plutôt ce qui préside le territoire défini et le peuple particulier. L'État, parce qu'une nation peut exister sans État. Mhm. Et Je sais pas après. Donc, il y a au moins deux composantes, d'après ce que je viens de comprendre, de ces deux interventions. Donc, pour avoir un État, il faut y avoir d'abord un territoire. Il faut y avoir aussi quoi? Un sentiment, une sorte d'affiliation à ce territoire et à des règles, troisième élément, qui sont applicables sur le territoire de cet État. D'ailleurs, ça ressemble déjà comme une tâche assez facile de donner quelqu'un repère important de ce qui est aujourd'hui l'État. Mais quand même, il faut tracer l'histoire dans le développement de ce qui était l'État il y a quelques, non seulement générations, non seulement siècles, mais quelques étapes historiques dans le fonctionnement de la civilisation humaine. Donc, pour aborder le sujet de l'État, il faut quand même faire une distinction assez précise. Et cette distinction assez précise est liée à la réponse de la question. Au quel moment dans le développement de l'humanité on observe déjà le fonctionnement d'une organisation étatique? On observe la présence d'un État. Quelle est la période historique la plus ancienne qui vous rappelle l'existence d'un État? Antiquité. Antiquité, avec un exemple? Égypte. Égypte, d'accord. D'autres exemples? Sumer. Sumer. Mais il y a plusieurs cités, c'est pas un seul État. D'accord. D'autres exemples? Si on dit l'Antiquité, quand même, avant l'Antiquité, l'humanité existait toujours. Quels étaient les facteurs qui ont provoqué le besoin de mettre en place quelques formes, quelques règles d'organisation commune? La vie en société. La Il vie. faut des lois pour que tout le monde ne s'entretue pas. Et quand vous dites société, qu'est-ce que vous comprenez? Parce que, quand même, il faut être assez attentif aux termes qu'on utilise. Une tribu, c'est déjà une société. D'accord? Pourquoi? Quels sont les repères les plus importants d'une société? Pour ne pas dire une communauté, hein? Car il y a un terme qui est la communauté et un autre terme qui est la société. C'est quoi la communauté et c'est quoi la société? Qu'est-ce qu'il est? Les faits différents. Est-ce que vous faites une différence entre la vie en commune, ou bien la vie en commun, et la vie en société? Si on trouve une différence, à quoi consiste-t-elle? Peut-être que la communauté, c'est un plus petit groupe. D'accord. Mais
qu'est-ce qui est spécifique pour les relations entre les gens qui font partie de ce groupe plus restreint, plus limité? Ils font Leur partie de la même famille. intérêt. Pardon? Ils font partie de la même famille. Parfois oui. Leur intérêt. Ah voilà, leur intérêt. Et leur intérêt, donc les gens sont libres de formuler son propre intérêt individuel. Mais à quel moment, donc la question qui se pose, à quel moment du développement de l'humanité les gens ont ressenti qu'ils disposent de leur propre intérêt et qu'ils doivent mettre en place des mesures ou bien des activités qui vont protéger peut-être leur propre intérêt ou bien faire en commun des activités avec d'autres individus pour développer d'une manière effective un intérêt commun. Depuis l'invention de l'agriculture. Depuis l'invention de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun besoin. Pourquoi? Avant, Oui. quand les gens faisaient seulement de chasse et de Mhm. cueillette, il n'y avait aucun besoin de trop de règles. Voilà. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre l'agriculture et la chasse? L'agriculture, ça prend du temps de faire de l'énergie sur le long terme. La chasse, tu vas et tu reviens. Voilà, la grande différence entre la chasse et l'agriculture, c'est le fait de la production. La chasse ne représente pas une activité de production. Hein? Vous n'avez pas besoin des règles pour aller chasser et se munir avec de nourriture parce que votre chasse était effective. Mais au moment où vous commencez à produire des produits différents comme un résultat de votre travail, donc c'est le moment où très effectivement les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quand même différents intérêts parce qu'il y a par exemple différents goûts, parce qu'il y a différentes capacités de mettre en place différentes choses, différentes productions, etc., etc. Donc, au moment même où la production est commencée de prendre place comme un instrument de faire vivre les individus, soit dans le cadre d'une famille, soit dans le cadre d'un tribu, donc c'est le moment où on a déjà commencé à se rendre compte de différents intérêts. Mais pourquoi est-ce que le moment de cette apparition des intérêts est aussi important? Quel est le résultat immédiat ou bien l'activité qui est nécessitée par le fait que chacun et chacune a son propre intérêt, ou bien chaque famille s'organise autour d'un intérêt familial? Tout simplement, ici dans cette salle, chacun d'entre nous a ses propres intérêts. Est-ce que nous avons besoin de mettre en place une sorte d'état entre nous? Une forme de règle, si je reprends votre intervention. Est-ce qu'on a besoin de mettre en place des règles? Et surtout sur quel plan? Oui ou non? Entre nous, oui. Le respect, peut-être. Pour le respect. Le respect de quoi? Entre nous, oui. D'accord, mais est-ce que le respect est lié quelquefois à l'intérêt de chacun? Non. Non. Voilà.
Donc, je cherche à vous amener au moment où l'intérêt est un concept clé aussi pour la bonne compréhension de la création de l'organisation étatique. Mais seul le phénomène de l'existence de différents intérêts n'est pas une condition sine qua non, donc une condition indispensable pour faire une réflexion qu'on a besoin de régler les activités entre nous. Il y a encore quelque chose qui surpasse, qui est provoqué par l'existence de différents intérêts, mais qui nécessite vraiment de mettre en place des règles pour l'aménagement de nos intérêts. C'est quoi? C'est le conflit entre les différents intérêts. Le seul phénomène que chacun a ses propres intérêts ne nécessite pas immédiatement la mise en place de n'importe quelle organisation, des règles, d'être suivies, de territoires dans lesquels on va suivre ces règles. Mais le fait que ces intérêts peuvent se juxtaposer ou bien se confronter, donc au moment où on voit l'apparition du conflit entre les intérêts, donc on voit donc la création de ce qu'on appelle la communauté politique, la vie en communauté et le besoin de prendre des décisions de type politique. Donc, de créer une forme d'État. Bon, ça c'était une introduction qui voulait quand même mobiliser vos réflexions sur le concept de l'État. Cette conférence va suivre le plan suivant quand même. Non? D'abord, on a déjà commencé à discuter l'apparition de la société politique. Donc, l'apparition de la société politique date depuis le moment qui est différent pour les différents peuples qui composent aujourd'hui l'humanité. Et le moment où on a quand même reflété le fait qu'il existe différents types d'intérêts et que ces intérêts sont par leur nature conflictuels. Ça coïncide avec le moment de besoin de produire dans la production, parce que la production, elle amène le besoin de l'accès aux ressources, différentes ressources pour la production. La production amène aussi le développement de différents types de capacités, etc., etc. Donc, la société politique était une condition importante pour la création de l'État. Et aujourd'hui, on dit que c'est plutôt l'État ancien qui est tout à fait différent de l'État moderne dans le cadre duquel on vit aujourd'hui. Donc on va introduire une différenciation entre l'État ancien comme un concept, comme un phénomène historique, et l'État moderne à la fois comme un concept et comme un phénomène non seulement historique mais aussi politique. Quelles sont les interprétations de l'État moderne? Je vais vous donner quelques exemples parce qu'ils sont assez explicatifs des différentes approches que différentes disciplines scientifiques appliquent dans l'étude de l'État moderne. Et on va finir avec quelques réflexions sur ce que sont les fonctions de l'État. L'État ancien. Donc, il y avait beaucoup d'études, et je dirais des études approfondies, avec différents types d'arguments qui sont présentés par les scolaires venant de différentes disciplines. Mais ce qui est déjà
en quelque sorte l'approche commune établie par les études sur la nature, surtout de ce qui est l'État ancien, c'est que c'est le moment même de l'apparition de la société politique qui exige, qui nécessite les efforts spécifiques aux individus, aux membres des différentes tribus, aux membres de différentes familles, de mettre en place quelque sorte de règlement dans l'échange d'activités entre eux et dans l'aménagement de ce qui était leur vie en commune. L'État ancien, donc juste pour finir cette idée que pour les différents peuples, hein, d'une manière historique, on peut tracer le début d'un État en différentes époques. Hein. Au sens plus large, je dirais que si on prend l'exemple de l'Europe, hein, je suis désolée Andreas, tous les autres collègues ont leur expérience et leur connaissance de l'histoire européenne. T'inquiète, moi je connais assez. Vous allez me dire quel était le moment de la création de l'État? Non. Oui, dans votre pays. Ah, dans mon pays? Oui. Ça doit être... Les premières sources qui disent dans ce territoire, il y avait un État quelconque. Ouais. Donc, prenez votre temps, réfléchissez un petit peu. Réflexion pour le reste des étudiants. Donc, pour vous, ce serait plutôt la Belgique à 18 ans, le territoire belge, on verra ce que représente aujourd'hui le royaume de Belgique. Notion, parce que vous avez étudié quand même l'histoire belgique. Pardon. Oui, le cas français, première forme étatique, le cas bulgare, première forme étatique. Pour faire la comparaison entre les époques. Y avait-il de grandes différences? Je vais vous donner aussi d'autres exemples aussi. Oui, tout à fait. C'est quel siècle? Il y avait encore d'autres. C'est pas Il était quand même. Les scolaires disent qu'on est d'accord que les tribus gauloises est le premier d'être organisé autour d'une forme quasi-étatique. C'est quel siècle? C'est 5e siècle. L'Athènes, c'était 8e siècle. Non. Les premier 5e siècle. Oui, allez-y. Les collègues bulgares. Première forme étatique sur le territoire de la Bulgarie contemporaine. Ça date de quelle époque? Par exemple, pendant l'Antiquité, y avait-il des formes étatiques sur... Oui. Vous voulez dire quelque chose? Ajouter quelque chose? Non. Ah, je pensais que quand vous êtes devenu Tarnovo, vous avez déjà... Allez, c'est bon. Ah, désolé, c'est ma faute. Allez-y, oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Première forme étatique sur le territoire de la Bulgarie contemporaine. Vous allez réfléchir. Pour votre pays en oui, c'est l'Empire Srivijaya. De quelle époque? 6e siècle. 6e siècle, d'accord. Le cas belge? C'était 1830, Oui. la première révolution La création belge. de l'État belge. Mais sur le territoire de
la Belgique contemporaine, y avait-il auparavant d'autres formes de... Oui, il y avait toujours un peuple avant, mais c'était toujours un peu un conflit entre les Flamands et les francophones. Oui. D'accord. Mais avant ça, c'était l'Empire romain. Et avant, c'était encore les Gaules. Voilà, avant ça, c'était l'Empire romain, et avant ça, c'était... Vous voulez ajouter quelque chose? Pour la Bulgarie, je pense que on peut dire 681, mais plutôt sur le territoire moderne de la Bulgarie, après l'Empire ottoman, après qu'on a libéré de l'Empire ottoman en 1868. Voilà, donc, cet exemple nous amène à cette distinction qu'on doit discuter aujourd'hui. C'est quoi la différence entre un État ancien et un État moderne? Parce que les deux références que vous faites, et même l'exemple de la Belgique, hein, nous amènent justement à cette question. C'est quoi la différence entre l'État ancien? Parce que, par exemple, en Chine, depuis quand les Chinois avaient-ils une forme d'État organisé? Moins 2000. Voilà, Moins 2000. moins 2000 avant le Jésus-Christ. C'est quoi en français? Jésus-Christ, voilà. Alors, l'État ancien était caractérisé par des fonctions spécifiques. D'abord, la fonction primordiale à cause de laquelle les gens ont commencé à négocier et à mettre en place, soit par pouvoir, soit avec quelque sorte de pression, si vous voulez. Ça, c'était la question de la survie de la communauté. Donc, la communauté, si on dit la communauté, c'est l'ensemble des gens qui ont un sentiment d'affiliation à cette communauté. Donc, dans l'histoire humaine, les premières formes de communauté, c'était d'abord les familles, qui étaient assez autonomes, mais quand les familles ont commencé à mettre en place des règles pour vivre ensemble, on a formé les tribus. Les tribus sont considérées d'être la première forme de communauté. Donc, l'État ancien est né pour faire survivre les premières formes de communauté humaine. La seconde fonction de l'État ancien était la défense contre les menaces extérieures. Mais faites attention, quand on dit les menaces extérieures, il s'agit d'abord menaces climatiques, de la géographie, et plus rarement, au début, c'était des menaces qui provenaient d'autres peuples, de d'autres tribus qui étaient en mouvement, qui se déplaçaient, qui cherchaient leur territoire, etc., etc. Donc, les premières sources, parce que d'ailleurs, ce sont des sources chinoises qui reflètent vraiment la naissance de la communauté et de l'organisation étatique comme un cadre de fonctionnement et de survie de cette communauté, justement en fait, font référence à la période où les tribus, il existait d'une manière de reproduction sur la base de la chasse. Mais avec le besoin de produire l'agriculture, voilà, ils sont devenus déjà sensitifs à des menaces extérieures, d'abord les menaces climatiques, puis les menaces qui venaient d'autres tribus, d'autres familles, d'autres communautés organisées. Et finalement, à la fin de cette période de création et d'épanouissement
de l'État ancien dans différentes formes. Donc l'État chinois était d'une forme, l'État babylon était d'une autre forme, l'État en Égypte était d'une troisième forme, etc., etc. Néanmoins, ce processus de développer l'État ancien a abouti à la fin à une fonction assez spécifique, c'est déjà la cohésion, la dernière et la fonction la plus importante, c'est de maintenir la cohésion de la communauté. Et donc, à la fin de ce premier, si vous voulez, cette première phase de création de l'État ancien, le roi assumait aussi les fonctions du prêtre. Les exemples les plus clairs sont... Oui. Les empires romains, qu'ils étaient dieux, disaient qu'ils étaient dieux. Avant les empereurs romains, Les pharaons égyptiens. les pharaons oui. égyptiens. Hein? Et les Donc- rois en Mésopotamie en général. Oui, aussi. Donc leur pouvoir, déjà, était la combinaison entre le fait qu'ils étaient héritiers d'un pouvoir divin, mais en même temps en combinaison avec la reconnaissance que c'est uniquement le roi qui connaît, hein, en quelque sorte, qui fait cette connexion avec la religion ou bien avec la confession et par ce fait on cherche à maintenir la cohésion de la communauté. Et les empereurs chinois étaient le fils du ciel. Voilà, Ugandi. tout à fait. Chez les germaniques, les rois aussi suivaient les fonctions de prêtre. Enfin, chez les Celtes, chez les germaniques, le roi suivait la fonction de prêtre. Oui, donc ce n'est pas une exception. En effet, tout au long de ces premières formes d'organisation étatique, sauf les États grecs, les États helléniques, hein, toutes les autres formes, on a inclus dans leur développement un moment où le roi, le gouverneur, hein, il peut s'appeler roi, empereur, etc., pharaon, etc. Donc le gouverneur, il accumulait en même temps le rôle du prêtre. Mais avant la Grèce classique, il y avait la Grèce mycénienne et ionienne qui fonctionnaient plus comme le reste du monde. Oui, quand même. Parce que vous avez déjà donné des exemples avec les tribus germaniques, mais pareil en Bulgarie, hein, même au début de l'État ancien bulgare qui date de 681. Un siècle plus tard, on a commencé d'introduire la religion, hein, la christianité, et à la fin, c'était le roi qui en même temps assumait le rôle, au début de ce christianisme, je dirais, cette christianisation, le roi assumait aussi le rôle du prêtre. Mais pendant la période du tribut, hein, le fonctionnement du tribut en tant qu'organisme étatique, c'était pareil. Hein, même dans le tribut bulgare, on a vu se reproduire cette pratique. Par contraste, l'État moderne, qui est la forme présente, contemporaine d'organisation politique, l'État moderne s'est forgé tout au long de quelques décennies dans le cas de différents pays, même tout au long de quelques siècles. Et la formation de l'État moderne dépendait en quelque sorte de quelques prémices. D'abord, pour ce qui est la formation de l'État moderne, parce que le berceau de l'État moderne, c'est l'Europe occidentale. Hein, il faut le dire tout clairement et nettement. Le berceau de l'État moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est l'Europe occidentale. Mais
quels étaient les événements historiques et les processus spécifiques qui ont amené à la création de l'État moderne. D'abord, c'était les guerres de religion. Les guerres de religion qui ont marqué certains siècles de l'histoire européenne, commençant par le 8e siècle à peu près et finissant presque 15e, 16e siècle. Le féodalisme européen. Le féodalisme européen était tout à fait spécifique. Il a établi des liens et des rapports spécifiques entre le gouverneur et le vassal. Et ces formes de rapports ont exigé, en quelque sorte, la mise en place d'une réglementation plus efficace, stricte, etc., etc. Excusez-moi, voilà, les caractéristiques de l'État moderne. Pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise ce mot, l'État moderne, il faut quand même faire une étude, se plonger sur une étude plus détaillée de l'étymologie de l'État, quelques secondes plus tard, et finalement, on va quand même analyser quelques formes de l'État moderne, surtout l'absolutisme, qui est censé être l'émanation politique de l'État, de la centralisation des actions politiques. Voyons donc. Les guerres de religion, surtout celles qui ont marqué à la fin du XVIe et la première moitié du XVIIe siècle. La figure clé ici, c'est Martin Luther, qui a commencé à se révolter et qui est le leader en quelque sorte de cette réforme religieuse qui a pris place en Europe occidentale. De quoi s'agissait-il? La lutte qui était menée par Martin Luther. Et c'était quoi l'essence des guerres religieuses? Qui est-ce qui va nous aider? Je pense que dans le système éducatif bulgare, cette période n'est pas aussi traitée en détail. Donc, nos collègues d'éducation française, belge, c'est plutôt vous qui vous pouvez enrichir ici les connaissances de nos collègues. Hein? C'est quoi la révolte de Martin Luther? Il a créé le protestantisme. Il crée le protestantisme en tant qu'un courant important, un courant clé dans la grande dénomination du catholicisme, le christianisme catholique. Contre le catholicisme. Contre le catholicisme. Voilà, dans les christianités de l'Europe occidentale, la réforme de la christianité, donc une réforme contre le catholicisme. Qu'est-ce qui était le noyau de cette lutte, de cette réforme? Le catholicisme
insister sur, Le pape oui, le rôle du gouverneur, le rôle de l'Église en tant que forme d'organisation de la vie sociale, politique, etc., etc. L'Église qui était au centre de la vie sociale. Donc la réforme a commencé par la pensée et l'activité de Martin Luther. 3 décennies de confrontation et des conflits en 1555. Voilà, ce processus a abouti à la paix religieuse d'Augsbourg. Et c'était quoi la paix? En quoi consistait cette paix? Vous pouvez élaborer pour nos collègues? Protestants libres de célébrer leur culte sans être tués. Voilà. Donc, la réforme consistait au fait que pour ceux qui se sont convertis, qui ont suivi cette démarche protestantienne, ils ont reçu la liberté de suivre leur affiliation religieuse sans se soumettre à la gouvernance de l'Église, du pape, etc. etc. Donc une sorte d'autonomie, d'auto-organisation fut proclamée comme un résultat de cette réforme. Donc on a vécu un processus d'autonomisation, si vous voulez, des différents royaumes qui existaient à ce moment-là dans différentes parties du continent européen. Donc cette période est marquée aussi par l'établissement de l'État de Nantes, de Henri IV, puis la guerre des 30 ans, la contre-réforme qui cherchait à restaurer le rôle dominant de Rome, du catholicisme strict. Et pendant cette période, pour faire une référence, pour avoir une image qui est en quelque sorte exemplaire, la France, les différentes féodalités sur le territoire de la France contemporaine. Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que vous voyez assez bien quand même? Excusez-moi. Henri VIII aussi. Voilà, Henri VIII en Angleterre. C'est ça? Oui. Ça fait référence. Dans... Qui est devenu protestant parce que le pape ne veut pas qu'il divorce. Oui. Donc vous voyez comment le féodalisme s'est répandu sur le territoire des Francs, donc après la disparition du royaume de Charlemagne. Charlemagne est une figure clé dans l'histoire politique européenne, mais de l'Europe occidentale. Je fais cette remarque pour nos collègues bulgares. Vous avez entendu parler à propos de Charlemagne? En bulgare, c'est... Comment vous traduisez Charlemagne? L'époque de Charlemagne. Traduisez en bulgare Karl Veliki. Vous avez des souvenirs pendant cette époque? Il a régné tout au long, seconde moitié de quel siècle? 8e siècle. 8e siècle, sur le territoire européen, il y avait 2 grands États. L'empire de Charlemagne, on dit, et le second était
Constantinople. l'Empire romain de l'Est. Mhm. Est-ce qu'elle était répandue sur le continent européen? Quelle était la frontière occidentale de l'Empire romain? Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est Charles le Chauve. L'Empire Charles le Chauve. Non, non. Est-ce que vous avez l'image du continent européen? Parce qu'ici, c'est l'image de la France contemporaine, la géographie de la France. Le continent européen, 8e siècle, il n'y avait que deux grands royaumes, deux grands États, hein, deux grandes formes étatiques. À l'ouest, c'était Charlemagne. À l'est, c'était qui? C'est de l'Empire romain de l'Est, l'Empire romain occidental, l'Empire byzantin, la Chine. Chine, elle n'est pas dans le Les continent Omeyyades. européen. Ah oui. En Espagne. Non. Les Omeyyades, on est sur Espagne. Ils sont en Espagne, mais ils ne représentent pas une organisation étatique aussi importante que l'Empire de Charlemagne. Donc on cherche deux grandes organisations. L'Empire byzantin ou l'Empire romain? L'Empire byzantin avait une frontière occidentale qui se présentait quelques 100 kilomètres à l'ouest de Constantinople. Ils étaient en Italie aussi. Hmm? Ils étaient en Italie jusqu'au XIe siècle. Au sud, Oui. non pas Oui. le grand territoire. Donc, chers collègues bulgares, c'est à vous de répondre à cette question. L'Empire bulgare? Ben oui. Mais oui. Il faut quand même, hein, si vous cherchez de bien faire la comparaison et tirer des leçons de l'histoire. Pardon? Римската империя е много преди 8 век. Ние говорим за 8 век. 8 век са кои години? Il s'agit des années 780, 760, etc., etc. C'est le premier royaume bulgare qui avait des frontières avec la Méditerranée, la mer Égée et la mer Noire. Il faut quand même savoir votre propre histoire, hein, l'histoire de votre propre pays, et dater d'une manière précise, en comparaison avec. Et je dis ça non pas parce que je veux, en quelque sorte, faire le propaganda nationalistique ou bien des choses comme ça. C'est le fait historique. Hein. Vous prenez les atlas historiques de cette période, vous les comparez. Voilà. Néanmoins, ce qui était quand même... pourquoi est-ce que l'État bulgare était aussi fort à cette époque? Parce qu'il n'était pas héritier de l'Empire romain, comme l'étaient la plupart des principautés sur le reste du continent européen. Néanmoins, voilà, donc les différentes féodalités, les différentes principautés qui existaient, comme vous voyez, du XIIe jusqu'à XIVe siècle, se sont en quelque sorte agrandies, mais leur existence est déjà une précondition aussi pour les conflits et le besoin de mettre en place une forme d'organisation beaucoup plus centralisée. Et ça a abouti, hein, toujours une référence à l'histoire française, ça a abouti au régime absolutiste, dont le cas exemplaire est l'empereur Louis XIV, le roi Soleil,
qui est connu avec cette phrase emblématique, l'État c'est moi. Hein? On dit une phrase emblématique au sens du discours politique parce que même aujourd'hui, quand on fait une analyse d'un dirigeant et surtout pendant la période communiste dans notre partie du continent, hein, c'est une phrase emblématique. L'État, c'est moi. C'est la forme pure d'une centralisation sans excès, hein, du pouvoir dans les mains d'une seule personne. Comment est-ce qu'on a abouti à ce régime de l'absolutisme qui a marqué le développement historique en France? D'abord, l'aristocratie est devenue courtisane, donc commencer à faire partie de la cour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous n'appartenez pas à la cour, vous n'êtes pas reconnu en tant qu'aristocrate. Vous ne pouvez pas vous réclamer en tant qu'aristocrate, sauf que, bien au moins au cas où vous êtes déjà reconnu par la cour. Et ça met en place différents types de rapports avec le roi et son entourage. Puis le roi centralise les impôts, la monnaie, l'organisation des forces armées, donc la mise en place d'une armée commune, et comme résultat, bien évidemment, le mercenaire remplace les chevaliers avec tous ces instruments dans sa main. Le roi Soleil, hein, et le gouverneur total et absolu de tout ce qui se passe dans le cadre de l'État absolu à cette époque. Mais l'État absolu était la forme politique d'un effort contre-réformiste au sens des guerres religieuses, au sens de cette confrontation entre différentes principautés, différentes fidélités, etc., etc. Voilà. En parallèle avec le fonctionnement du régime absolutiste en France, en parallèle, on a vu se produire un processus assez important. C'était notamment le processus de l'industrialisation. À un moment donné, c'était à la fin du XVIIIe siècle, il est devenu clair que les organismes étatiques vont devenir des producteurs, et non seulement des producteurs des symboles politiques, mais aussi des producteurs des canons, des fortifications, des mosquées, etc., etc. Les premiers prédécesseurs de ce processus d'industrialisation étaient aussi liés à la mise en place de la marine de guerre. L'organisation de la marine de guerre est un phénomène tout à fait spécifique qui a marqué l'Europe occidentale. Avec quels exemples? Les exemples les plus reconnus dans un contexte historique. Quels États on a construit, on a mis en place une marine spécialisée de guerre.
Angleterre. l'Empire britannique. Voilà, l'Angleterre, suivi par Venise, donc avant l'Angleterre, Venise. Voilà, Venise a commencé même au 14e, 15e siècle. Mais Venise était surtout impliquée dans le commerce, avec l'épanouissement du commerce d'outre-mer, hein, avec les territoires qui faisaient partie de grandes découvertes. On voit s'épanouir quoi? S'épanouir l'intérêt étatique. De faire quoi? De faire conquérir de nouveaux territoires, mais aussi de mettre son pouvoir, d'exercer son pouvoir et surtout de protéger, hein, ces territoires outre-mer. Et c'est le royaume britannique suivi par l'Espagne, par le Portugal, par la France, donc au moins 4 pays, mais ils ne sont pas les rares exemples pendant cette période. La Hollande aussi. Donc ils ont les États en tant que tels, donc avec le roi qui centralise le pouvoir, mais le roi et tout son entourage, ils ont commencé à investir dans la mise en place, dans la création de la marine de guerre. Et la marine de guerre, à chaque moment de l'histoire humaine, quand vous investissez dans la production d'armement, c'est un moment d'innovation et un moment qui catalyse l'industrie. C'était au début, comme ça, 16e, même 17e siècle, etc., etc. On a vu l'apparition des manufactures du roi. Manufactures qui étaient soit appliquées à la production armée, soit appliquées à la production de différentes marchandises de quoi? Marchandises d'aménagement, de vêtements, même de luxe, etc., etc. Et depuis le début du 19e siècle, on voit l'État qui investit dans la production, dans la construction des chemins de fer. Donc, en parallèle avec l'initiative économique individuelle qui s'épanouissait tout au long du XVIIe, XVIIIe siècle, qui a marqué le développement social en Grande-Bretagne, mais aussi dans le reste de l'Europe occidentale, on a vu que l'État s'est dégagé aussi comme l'un des producteurs les plus importants pendant cette période. L'étymologie du mot, on dit État. Pour la première fois, on trouve dans les textes du temps moderne, c'est Machiavel qui utilise le terme Stato en italien. Mais dans les langues d'origine latine, on trouve donc le mot État, state, stat, estado en espagnol. D'où on tire donc ce mot? Pourquoi est-ce qu'on commence à utiliser ce mot au lieu des autres nominations qu'on a utilisées, comme par exemple le royaume, la principauté, le duché, le comté? Pourquoi? Pour quelle raison l'État, en quelque sorte, mis à part les autres termes qu'on utilisait
dans l'étude, dans l'organisation de la vie politique pendant le Moyen-Âge, les Lumières, le temps des Lumières, etc., etc. Quand on dit l'État en français, on comprend quoi? Y a-t-il un autre sens du terme État? Allez-y. Combien de sens, différents sens on peut trouver dans l'explication, dans la définition de l'État? L'État comme une forme d'organisation politique, d'accord. C'est ça ce qu'on cherche à expliquer aujourd'hui. Mais quel autre sens? Quel est le sens original de ce mot? Quelqu'un va chercher me dire une autre définition de ce qui est l'État? Est-ce que vous pouvez donner des synonymes? L'état de santé. Voilà. Quoi d'autre? Quel autre type d'État? Parce qu'en langue bulgare, c'est tout à fait différent. Hein? Le mot en bulgare. En bulgare, c'est... Comment on traduit l'État en bulgare? Država. Donc, désolé pour les collègues qui ne connaissent pas la langue bulgare. Je vais quand même expliquer cette différence parce qu'en bulgare, le mot qui est corollaire, qui traduit l'État, c'est quelque chose de totalement différent, hein, qui ne coïncide pas ni avec state, stat et stado. Държава. Как ви звучи държава? Къде проистича държава? Хайде де! Корен. С какво има думата държава? Държа. Моля? Държа. Държа. Държа е глагол. Какво? Но той за какво вие... Какво кондензира в едно? Аманация на какво е? Нещо, което стои заедно и някой го държи. Това е държава. En fait, je vais essayer d'expliquer à nos collègues qui ne connaissent pas la langue bulgare. En bulgare, le mot d'Arjava est traduit comme avec le verbe, donc l'étymologie de d'Arjava et du verbe d'Arja qui est traduit en français avec retenir. Retenir. Donc, retenir, ça exige une activité consciente. Vous voyez? Sauf que dans le mot qu'on utilise dans les sciences sociales de provenance, d'origine latine, état a un autre sens. Non pas seulement l'état de santé, état de lieu. État de quoi d'autre? L'état, c'est la situation comme telle. Vous êtes d'accord? Vous comprenez les différences? Voilà, donc... cette étymologie est assez importante pour quelques raisons, mais pour quand même finir avec
avec cette conférence, avec ce sujet, les interprétations de l'État moderne. Même si le concept de l'État diffère d'une théorie à une autre, il y a quand même quelques scolaires clés, des noms clés dans l'étude de l'État moderne. On commence par un sociologue français, Émile Durkheim, qui propose la définition suivante de l'État. L'État représente une organisation complexifiée des activités sociales. Donc ça, on va voir tout de suite une citation de sa réflexion. Émile Durkheim, sociologue, il est même considéré comme le père de la sociologie. Les scolaires les plus importants de la sociologie. Max Weber est un juriste allemand qui a quand même créé une discipline qui est celle de la sociologie du droit. Il est par formation juriste, mais il a reflété sur les implications sociales du droit. Pour Max Weber, il a donné la définition suivante de l'État. L'État, c'est la possibilité d'exercer un monopole sur la violence légitime. Je vais tout de suite vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire par une citation de Max Weber. Karl Marx, un économiste allemand, qui a publié un travail assez énorme intitulé Le Capital, Karl Marx, pour lui, l'État n'est qu'un instrument politique de domination sociale. Donc, selon lui, l'État est créé par des élites afin de instaurer une forme de dominance sociale, donc un instrument politique pour domination sociale. Et Talcott Parsons, plutôt en politique mais aussi un sociologue, pour lui, l'État moderne est censé d'intégrer, de créer le cadre pour l'intégration de la société. Donc l'État n'est qu'une organisation qui est le résultat d'un contrat social entre les individus, leurs groupes, leurs intérêts, et qui se sont mis en accord. Ils ont besoin de l'État. Pourquoi? Pour se faire intégrer dans leur vie actuelle, quotidienne, sociale, économique, politique, etc. Voyons donc la citation de Émile Durkheim. Il dit « Plus la société se développe, plus l'État se développe. » Faites attention que l'État, au sens organisation politique, est toujours écrit avec un majuscule, surtout dans les théories, dans les textes analytiques. Donc les fonctions deviennent plus nombreuses, donc ce phénomène de complexification de l'État et de ses instances qui pénètre davantage toutes les autres fonctions sociales, qu'il concentre et unifie par cela même. Donc, pour traduire cette pensée de Durkheim, on peut la simplifier d'une manière suivante. L'État moderne est une invention, une forme spécifique d'organisation politique qui cherche à régler les rapports entre les individus, mais ces fonctions pénètrent
dans toutes les autres fonctions sociales au sens contemporain. L'État, c'est un corps social qui ont seul la qualité pour parler et pour agir au nom de la société. Max Weber, l'État est une entreprise politique de caractère institutionnel. Donc l'État est symbolisé par les institutions qui sont créées pour son aménagement et son fonctionnement effectif. Donc un caractère institutionnel étant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements. Donc l'État, c'est le monopole de la contrainte physique légitime. Karl Marx, l'État est la forme que prend dans l'ordre politique la domination sociale d'une classe. Dans le suivi de sa pensée, dans les pays socialistes, on a transformé cette pensée à une revendication du fait que le prolétariat, donc les ouvriers, comme une classe qui était soumise auparavant à la dominance des élites industrielles de la bourgeoisie, doivent quand même retenir le pouvoir et poursuivre cette pensée marxienne sur le rôle de l'État. Talcott Parsons, l'État est une structure différenciée et institutionnalisée, dotée de règles propres, distinctes d'autres structures, bien d'autres systèmes, qui garantissent l'équilibre social dans son ensemble. Dans la science politique contemporaine, c'est la pensée parsonienne, dans le Talcott Parsons, qui est le courant le plus important dans l'étude à la compréhension partagée par les scolaires de ce qui est l'État moderne. Et pour en finir, les fonctions de l'État moderne. Aujourd'hui, les fonctions ont changé. Aujourd'hui, l'État assure d'abord l'administration générale de la vie sociale, économique et politique. Il assure aussi la défense du territoire et des citoyens. C'est l'État qui met en place le droit obligatoire qui doit être respecté par tous les individus et toutes les personnes physiques et juridiques. Et le rôle le plus sensible de l'État moderne, c'est la répartition des excédés. La répartition des excédents, c'est quoi? C'est le fait que l'État est doté du seul pouvoir légitime de prendre les décisions. Tous les excédents en forme de budget, de ressources humaines, financières, etc., etc. Comment est-ce qu'on va les repartir entre les différents groupes sociaux? Dans la science politique aujourd'hui, il y a différents courants, différents scolaires
qui suivit différentes démarches dans l'étude de l'État. Il y a des écoles qui étudient l'État moderne par le biais de sa fonction de répartition des excédents. Et on dit qu'il existe un État social et un État conservateur. Puis, il y a des collègues qui étudient la capacité de l'État moderne d'assurer la sécurité interne et externe. Et donc, ce sont les disciplines liées à la sécurité, au sens large. Il y a aussi le champ de l'administration publique, comme on dit. Il y a des programmes de licence administration publique qui cherchent à étudier en détail, d'une manière profonde, quel type d'organisation étatique nécessite le fonctionnement de différents types d'administrations centralisées, décentralisées, fédéralisées, unitaires, etc., etc. Да я что-то приклеить. Какие-то кино.